Pendant des siècles, les gens ont supposé que le roi Henri VIII reposait dans une tombe royale intacte. Ils avaient 30 torts. Lorsque la chambre sous la chapelle a enfin été révélée, elle a exposé une scène qui a stupéfié tous ceux qui l'ont vue. L'état du caveau n'était rien de ce que l'histoire avait promis, et ce qui se trouvait à l'intérieur défiait toutes les attentes. Le roi qui ne se décomposait pas. Henri VIII a passé les dernières années de sa vie dans un état qui a choqué tout son entourage. Les rapports de la cour Tudor, le foyer royal qui vivait et travaillait autour du roi, décrivent un souverain qui pouvait à peine bouger sans aide. Son corps autrefois athlétique avait tellement grossi que des dispositifs de levage spécialement conçus étaient nécessaires simplement pour le soulever de son lit. Ses jambes étaient couvertes d'ulcères profonds qui refusaient de guérir. Et selon des témoignages oculaires, l'odeur des blessures infectées remplissait des pièces entières avant même qu'il n'entre. Certains médecins ont par la suite suggéré qu'il avait pu souffrir d'une condition métabolique affectant son poids et sa circulation, bien que cela reste une spéculation. Ce qui est certain, c'est que son corps déclinait rapidement, et le roi qui autrefois participait avec confiance à des tournois vivait maintenant avec une douleur et une fatigue constantes. Plusieurs courtisans ont même écrit qu'il semblait proche de la mort bien avant qu'il ne rende son dernier souffle. Lorsque Henri est mort en janvier 1547, les embaumeurs qui préparaient les corps royaux ont été confrontés à une situation bien au-delà de ce que leurs méthodes variées pouvaient gérer. Les pratiques d'embaumement Tudor n'étaient pas entièrement standardisées. La plupart des préparations reposaient sur des épices, des huiles, de l'alcool et des couches de lin pour ralentir la décomposition. Ces mesures pouvaient retarder la décomposition naturelle d'un corps normal, mais elles offraient peu de contrôle sur un cadavre qui avait déjà commencé à se décomposer avant la mort. La taille d'Henri posait un défi encore plus grand. Son corps nécessitait un cercueil beaucoup plus grand doublé de feuilles de plomb épaisses. Les cercueils en plomb étaient censés contenir les odeurs et les fluides, mais ils piégeaient également les gaz. À mesure que le corps se décomposait, ces gaz créaient une pression à l'intérieur du conteneur scellé et transformaient le cercueil en quelque chose qui pouvait facilement se fissurer ou éclater. Les ennuis ont commencé lors du cortège funèbre d'Henri. Le corps a été déplacé de Whitehall, le palais royal à Londres, au château de Windsor, le lieu d'inhumation du monarque. En route, le cortège s'est arrêté à l'abbaye de Sion, une maison religieuse près de Londres. Selon plusieurs récits, quelque chose de troublant s'est produit là-bas. Il a été rapporté qu'un liquide sombre s'est échappé du cercueil et s'est accumulé sur le sol. Certains chroniqueurs ultérieurs ont même affirmé que des chiens étaient entrés dans la salle et avaient léché le liquide avant que les assistants ne les chassent. D'autres ont insisté sur le fait que l'incident était un avertissement divin destiné à refléter le désaccord de Dieu sur les actions du roi durant sa vie. Qu'ils soient exagérés ou non, ces rapports montrent à quel point les gens se sentaient mal à l'aise face à l'état du corps du roi. Henri a été placé dans un caveau temporaire à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges. Cela devait être un arrangement à court terme car, de son vivant, il s'était attendu à être déplacé plus tard dans l'énorme tombe qu'il avait planifiée depuis des années. Jane Seymour, l'épouse, qui lui avait donné son seul fils légitime, était déjà dans le même caveau, car Henri l'avait choisi comme sa compagne éternelle. Mais même avant que le caveau ne soit scellé, des inquiétudes discrètes se faisaient de jour. Certains assistants estimaient que l'inhumation avait été précipitée et que quelque chose à propos du cercueil semblait incorrect. Quelques-uns croyaient que le corps du roi réagissait déjà à la pression formée à l'intérieur de l'enceinte en plomb. Ces inquiétudes furent bientôt écartées et finalement oubliées une fois la pierre mise en place, mais l'inhumation troublante laissait derrière elle des questions qui ne réapparaîtraient que de nombreuses générations plus tard. Alors que le corps d'Henri se décomposait d'une manière que les embaumeurs Tudor pouvaient à peine comprendre, une histoire encore plus étrange se formait déjà en surface. La mégatombe perdue. Henri VIII ne voulait pas simplement d'une tombe, il voulait un monument qui écraserait toutes les autres inhumations royales en Angleterre. Son père reposait déjà dans une belle chapelle à Westminster, mais cela ne suffisait pas à Henri. Selon les historiens, il voulait quelque chose de plus grand, de plus sombre et de plus impressionnant, une tombe qui rappellerait au futur roi que personne n'avait jamais égalé son pouvoir. Le cardinal Wolsey avait été autrefois le fonctionnaire ecclésiastique le plus puissant d'Angleterre et l'un des plus proches conseillers d'Henri. Mais lorsqu'il a perdu le soutien du roi, ses biens ont été confisqués par la couronne. Parmi les objets saisis se trouvait sa tombe inachevée. Henri l'a revendiquée pour lui-même et l'a traitée comme une matière première. Wolsey avait prévu un monument impressionnant pour sa propre inhumation, mais lorsque Henri l'a regardé, il a décidé qu'il était beaucoup trop petit pour un roi.
Il a ordonné un nouveau design qui était plus grand, plus lourd et beaucoup plus encombré de figures religieuses. La tombe serait enveloppée de marbre noir rempli d'anges dorés, de prophètes d'apôtres et d'images grandeur nature d'Henri et de Jane Seymour en état. Le travail a commencé à une échelle qui a choqué même ceux habitués aux dépenses royales. Des artistes italiens ont été invités en Angleterre. Des sculpteurs et des métallurgistes qualifiés ont été engagés. Les dessins ont été modifiés et améliorés encore et encore, alors qu'Henri demandait plus de détails, plus de figures et plus de symboles de victoire. Une image grandeur nature d'Henri a été coulée alors qu'il était encore en vie, afin que son visage à la mort ressemble à celui d'un souverain qui n'a jamais faibli. Des ateliers autour de Westminster ont stocké des piliers sculptés de lourds candélabres et de longs panneaux en relief montrant des scènes religieuses et le pouvoir royal. Le monument existait en morceaux attendant le jour où ils seraient tous assemblés en quelque chose qui remplirait sa propre chapelle. Ce jour n'est jamais arrivé. La guerre coûtait cher et les campagnes d'Henri contre la France et l'Écosse ont épuisé le trésor. Selon certains documents, les paiements aux artisans ont ralenti puis se sont arrêtés. Le sculpteur italien est rentré chez lui. Les assistants ont été libérés. Le monument inachevé s'est resté en stockage tandis que l'attention se tournait vers les navires, les soldats et les fortifications. Lorsque Henri est finalement mort, les instructions dans son testament décrivaient encore la tombe comme quelque chose qui était proche de l'achèvement. Il avait écrit ces instructions plutôt lorsqu'il croyait encore que le travail progressait. En réalité, au moment de sa mort, personne ne construisait le monument du tout. Ses enfants ont hérité du trône mais pas de son obsession pour la tombe. Édouard-Marie et Élisabeth avaient leurs propres problèmes. Aucun d'eux n'a dépensé son argent ou son temps à compléter un monument qui ne servait qu'à la fierté de leur père. Au fil du temps, les pièces ont été vendues, réutilisées ou fondues. Une partie de la structure a fini par être utilisée pour la tombe d'un autre héros national. D'autres parties ont disparu dans des églises sur le continent. Ce qui devait être la plus grande tombe royale de l'histoire anglaise s'est silencieusement désintégré, tandis qu'Henri reposait dans un simple caveau qui n'était jamais censé le contenir pour toujours. Mais alors que la tombe de rêve d'Henri disparaissait morceau par morceau, le caveau qui le contenait commençait sa propre transformation silencieuse, devenant un mystère que l'Angleterre finirait par oublier. Le caveau qui disparaît. Lorsque Henri VIII a été placé pour la première fois dans le caveau sous le chœur de la chapelle Saint-Georges, tous ceux impliqués savaient exactement où se trouvait la chambre. Le clergé se tenait autour de l'ouverture. Les fonctionnaires royaux regardaient la pierre se fermer sur le roi. Les artisans qui avaient construit le caveau auraient pu le désigner sans hésitation. Pourtant, l'inhumation n'était jamais censée être permanente, et ce seul détail a préparé le terrain pour ce qui s'est passé ensuite. Comme la chambre était considérée comme temporaire, personne n'a gravé de marqueur, aucune inscription en pierre n'a été ajoutée et aucun plan détaillé du sol n'a été préservé pour les générations futures. Le caveau a été scellé discrètement avec la compréhension qu'Henri serait un jour déplacé vers l'énorme tombe qu'il avait conçue pour lui-même. Ce jour n'est jamais arrivé et l'emplacement a lentement glissé dans l'incertitude. Au fil des décennies, la chapelle a changé encore et encore. Des rois et des reines l'ont utilisée pour des cérémonies. De nouveaux bancs de chœur ont été installés. De vieilles pierres ont été soulevées et remises en place. Des réparations ont été effectuées pendant les bouleversements politiques, surtout lorsque les institutions religieuses ont été réorganisées et que de nombreux documents ont été perdus ou retirés. Selon certains récits historiques, même le clergé qui y officiait a commencé à donner des explications vagues lorsque des visiteurs demandaient où Henri était enterré. Ils disaient qu'il reposait sous le chœur, mais aucun ne pouvait identifier la pierre exacte. La vie à l'intérieur de la chapelle a continué sans pause. Les fidèles priaient, les garçons de chœur s'entraînaient. Les touristes et les fonctionnaires marchaient sur le sol sans réaliser qu'ils marchaient directement au-dessus des restes du roi qui avait arraché l'Angleterre à Rome et redessiné son avenir. Rien ne distinguait l'inhumation d'Henri des autres pierres qui l'entouraient. Le caveau était devenu invisible en pleine vue. Les superstitions ont aggravé la situation. Certaines personnes croyaient que déranger une tombe royale pouvait apporter le malheur. D'autres murmuraient que le sol sous le chœur semblait instable et ne devait pas être touché. Ces peurs ont empêché quiconque de chercher le caveau exact. Beaucoup supposaient que la magnifique tombe d'Henri devait avoir été achevée ailleurs. L'idée qu'il reposait encore dans une petite chambre sans marque semblait impensable. Avec le temps, la mémoire s'est complètement estompée. Le caveau a disparu des connaissances pratiques scellées sous des couches de pierres d'histoire et de silence.
Et l'histoire est restée cachée pendant des générations jusqu'à ce qu'une crise politique soudaine oblige les responsables à redécouvrir la chambre oubliée. Cette crise est arrivée avec la chute d'un roi dont la fin violente entrerait en collision avec l'héritage d'Henri d'une manière que personne n'attendait. Le deuxième roi dans l'obscurité. Lorsque Charles Mathieu a été exécuté, l'Angleterre est entrée dans une période de tension sévère. Le Parlement craignait que son enterrement puisse devenir un lieu de rassemblement pour les loyalistes qui souhaitaient lui rendre hommage. Ils insistaient pour un enterrement qui ne susciterait aucune attention. Il n'y aurait pas de deuil public et pas de cérémonie. Son corps devait être caché rapidement dans un endroit sûr, contrôlé et peu susceptible d'attirer des foules. Le château de Windsor était le choix idéal. Il était fortement gardé loin des troubles à Londres et fermement sous l'autorité parlementaire. Selon certains récits, les responsables ont cherché un emplacement dans l'enceinte du château qui soit à la fois respectable pour un roi et hors de vue. Au cours de cette recherche précipitée, quelqu'un s'est souvenu d'une ancienne référence à un caveau sous le chœur de la chapelle Saint-Georges. Il était décrit de manière vague, presque désinvolte, mais semblait idéal. Lorsque les ouvriers ont soulevé les pierres et ont regardé à l'intérieur, ils ont réalisé qu'ils avaient redécouvert la chambre funéraire longtemps perdue d'Henri VIII. Le caveau n'avait pas été ouvert depuis des générations. Il contenait Henri VIII et Jane Seymour intacts dans l'obscurité. Il n'y avait pas de tambouré, pour des doutes. Le cercueil de Charles a été apporté immédiatement. Le travail qui a suivi était rude et tendu. C'était l'hiver et la chapelle était froide. La lumière était faible et les hommes devaient terminer rapidement pour éviter la tension. Ils n'étaient pas autorisés à manipuler lentement et soigneusement comme cela se fait habituellement pour les inhumations royales. Le cercueil en plomb de Charles était extrêmement lourd et le caveau était beaucoup trop petit pour permettre un mouvement facile. Les ouvriers ont dû soulever, tourner et forcer le cercueil dans sa place. Ce faisant, ils ont déplacé les autres cercueils dans la chambre exiguë. Certains examens effectués de nombreuses années plus tard indiquent que les supports en bois sous le cercueil d'Henri VIII étaient fort et probablement tendus ou cassés lors de ce placement précipité. Des observateurs ultérieurs croyaient que l'énorme cercueil en plomb d'Henri, déjà sous pression à cause des gaz internes, avait pu se fissurer ou devenir instable à ce moment-là. Charles Thias a été placé à seulement quelques centimètres d'Henri VIII, un rapprochement qui portait une ironie troublante. Un roi avait étendu le pouvoir royal à un niveau extrême. L'autre avait essayé de défendre cette même autorité et avait perdu la vie à cause de cela. Plusieurs historiens pensent que placer les deux côte à côte reflétait involontairement la longue lutte de l'Angleterre avec la monarchie absolue. D'autres soutiennent qu'il ne s'agissait que d'une décision pratique, prise pendant une période dangereuse et chaotique sans signification plus profonde. Quoi qu'il en soit, la proximité de leur cercueil est devenue une partie de l'histoire troublée du caveau. Une fois Charles à l'intérieur, le caveau a de nouveau été scellé. Il contenait maintenant 2 monarques. Les perturbations causées lors de l'inhumation précipitée ont laissé des dommages cachés qui demeureraient inaperçus jusqu'à ce que le caveau soit ouvert à nouveau de nombreuses années plus tard. Ce n'est qu'alors que les conséquences de cette nuit précipitée deviendraient impossibles à ignorer. Mais le tumulte causé par l'inhumation secrète de Charles n'était que le début. Le caveau serait de nouveau exposé, et ce que les prochains observateurs trouveraient à l'intérieur choquerait tous ceux qui le verraient. Le jour où les ouvriers ont percé le sol de la chapelle. La redécouverte du caveau d'Henri VIII n'a pas commencé avec des archéologues ou des historiens royaux. Elle a commencé avec des ouvriers ordinaires qui effectuaient des réparations de routine à l'intérieur de la chapelle. Selon les rapports, ils soulevaient et repositionnaient de vieilles pierres près du chœur lorsqu'une dalle a bougé d'une manière étrange. Avant que quiconque puisse réagir, elle est tombée vers l'intérieur. Un trou s'est ouvert sous leurs pieds, révélant une obscurité silencieuse qui n'avait pas été exposée depuis des générations. Les ouvriers se sont figés. Certains ont reculé par peur. D'autres se sont penchés en avant, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Un souffle soudain d'air froid et vicié s'est échappé d'en bas, et un ouvrier a déclaré plus tard qu'il avait eu l'impression que le caveau avait expiré après des siècles sans être touché. Des lanternes ont été abaissées dans l'ouverture et la lumière a révélé une chambre funéraire exiguë contenant 3 grands cercueils en plomb. Les ouvriers ont immédiatement appelé des responsables. Lorsque les premiers officiers royaux sont arrivés et ont regardé à l'intérieur, ils ont identifié le cercueil de Jane Seymour sur un côté. Il semblait intact et bien scellé. Le cercueil de Charles Cartier reposait près d'elle. Il montrait des signes d'âge mais restait solide et intact. Le 3e cercueil, celui d'Henri VIII, était positionné au centre du caveau.
Lorsque la lumière de la lanterne s'est tournée vers le cercueil d'Henri, l'ambiance à l'intérieur de la chapelle a changé. Son cercueil ne ressemblait en rien aux autres. Il était incliné de manière sévère, presque comme s'il était tombé. Les supports en bois qui étaient censés le maintenir stable s'étaient complètement effondrés. L'enveloppe en plomb s'était fendue le long de plusieurs coutures. De longues fissures parcouraient sa surface. Certaines sections semblaient plier sous la pression à l'intérieur du cercueil. Des rapports non vérifiés de ce jour-là affirmaient que plusieurs observateurs avaient reculé en voyant les dégâts soit par choc, soit par peur, que le caveau affaibli puisse encore bouger. Des responsables royaux ont été convoqués dans les heures qui ont suivi. Des médecins sont arrivés avec eux car personne ne savait dans quel état se trouvaient les restes d'Henri. La chapelle, habituellement remplie de mouvements discrets et d'échos doux, est devenue douloureusement silencieuse. Tous ceux qui se sont approchés du bord de l'ouverture ont décrit la même impression troublante. Le caveau semblait tendu, presque fragile, comme si toute perturbation pouvait faire bouger les cercueils à nouveau. Une fois la scène examinée, les responsables ont décidé que le caveau devait être scellé. Ils ont enregistré l'état des cercueils, mais ont refusé d'ouvrir davantage celui d'Henri. Ils ont soutenu que la structure était instable et qu'ouvrir le cercueil pouvait provoquer l'effondrement de toute la chambre. Leur décision a été prise rapidement, et la pierre de couverture a été remplacée, laissant le caveau dans l'obscurité une fois de plus. Pourtant, même ces observateurs n'ont pas découvert toute la vérité. 75 ans plus tard, lors d'une enquête autorisée effectuée dans des conditions contrôlées, quelque chose de bien plus troublant serait finalement révélé à l'intérieur de la tombe brisée d'Henri VIII. La vérité incroyable. Lorsque les responsables ont finalement approuvé une enquête formelle du caveau, seuls quelques individus de confiance ont été autorisés à y participer. Selon les récits de l'époque, un géomètre a été envoyé pour mesurer la chambre et enregistrer exactement ce qu'il voyait. Il est descendu avec une lampe, une ligne de mesure et une petite trousse à outils. Tous les autres attendaient aussi au-dessus de l'ouverture dans un silence complet. Toute la chapelle semblait tendue comme si la pièce retenait son souffle. Le géomètre a d'abord examiné le côté droit du caveau. Le cercueil de Jane Seymour y reposait. Il était scellé et parfaitement droit. Elle avait été enterrée avec un soin particulier et l'enveloppe en plomb ne montrait aucun signe de contrainte. À côté d'elle, le cercueil de Charles Prandier semblait âgé mais stable. Il avait survécu à sa manipulation brutale lors de son enterrement secret et la surface métallique restait solide. Rien à propos de ces deux cercueils ne suggérait une perturbation. Puis le géomètre a tourné sa lampe vers le centre du caveau et l'ambiance a complètement changé. Le cercueil d'Henri VIII était en ruine. L'énorme enveloppe en plomb s'était déformée, déchirée et effondrée à plusieurs endroits. Les supports en bois en dessous avaient complètement échoué, laissant le cercueil incliné contre le mur du caveau. De longues fissures parcouraient la surface et certaines parties du métal semblaient tordues, comme si quelque chose à l'intérieur avait poussé vers l'extérieur avec une grande force. Le géomètre s'est penché plus près et a vu des os exposés près d'un des bords déchirés. Ils étaient épais et lourds et encore attachés à des morceaux de tissu et à des éclats de plomb. De nombreux historiens ont ensuite suggéré que cet os était probablement une partie de la jambe d'Henri poussée vers l'extérieur par la même pression interne qui avait détruit le cercueil. Alors que le géomètre étudiait le sol autour des supports effondrés, il remarqua des objets plus petits mêlés à des fragments de bois et de plomb éclatés. Ce qu'il pensait d'abord être des gravats contenait des morceaux pâles et articulés. Les notes décrivaient de courts os, probablement des doigts, et ce qui semblait être une partie d'une main. L'idée que des morceaux du corps d'Henri avaient été poussés hors du cercueil et éparpillés sur le sol du caveau horrifiait tous ceux qui ont ensuite lu le rapport. Puis le géomètre observa quelque chose d'encore pire. Dans un étroit espace entre les cercueils à un endroit qui ne correspondait à la position d'aucune inhumation enregistrée, il vit un autre amas d'os. Il n'était pas lié au reste exposé d'Henri. Il n'était pas près de Jane Seymour. Il n'était pas assez proche de Charles Prandier pour provenir de son cercueil. Il n'y avait pas de cercueil, pas de plaque et pas d'entrée dans les registres de la chapelle. Ils étaient simplement là, lâches, silencieux et appartenant à une personne inconnue. Cette découverte a créé une confusion qui n'a jamais été résolue, puis est venu le détail qui a stupéfié les responsables qui ont examiné le rapport. Près de l'une des fissures dans le cercueil d'Henri le géomètre a trouvé une tache de résidus sombre et sec sur le sol en pierre. Il l'a décrite comme une épaisse tache qui s'était durcie avec le temps.
Selon plusieurs historiens, la couleur et le placement ressemblaient au même liquide sombre signalé à l'abbaye de Sion lors du cortège funèbre d'Henri. Certains experts pensent que ce résidu a pu s'échapper longtemps avant que le caveau ne soit scellé pour la dernière fois. D'autres soutiennent que la pression à l'intérieur du cercueil aurait pu le forcer à sortir progressivement pendant de nombreuses années. La similitude entre les deux emplacements a troublé tous ceux qui ont étudié les notes. Après cette découverte, le caveau n'était plus considéré comme une chambre royale endommagée. Il est devenu un puzzle judiciaire et une scène troublante de restes mélangés. Certains historiens soutiennent que les os supplémentaires ont été déplacés lors de travaux de construction antérieurs et cachés dans le caveau sans enregistrement. D'autres croient que des restes déplacés ont pu être temporairement placés dans le caveau pendant des périodes de troubles politiques. Un groupe plus restreint de chercheurs a proposé une théorie plus sombre. Ils croyaient que quelqu'un avait pu être enterré secrètement à l'intérieur de la chambre durant une période de crise car le caveau était scellé, caché et peu susceptible d'être ouvert un jour. Les théories varient, mais le constat reste le même. Henri ne repose pas entier dans une grande tombe. Il repose dans un cercueil brisé avec un os de jambe poussé à travers du plomb déchiré des os de doigts sur le sol du caveau, un ensemble de restes inexpliqués à ses côtés et la même tache sombre qui était apparue lors de son voyage funéraire. Pour un roi qui a essayé de tout contrôler, son lieu de repos est devenu une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les conséquences de la découverte. Les découvertes à l'intérieur du caveau ont forcé les historiens et les chercheurs médicaux à réexaminer les dernières années d'Henri VIII avec de nouvelles preuves. L'os de jambe, exposé décrit comme exceptionnellement épais, a soutenu des théories de longue date selon lesquelles Henri souffrait d'un grave gonflement et d'infections chroniques en fin de vie. Certains spécialistes médicaux ont noté que sa densité correspondait aux descriptions de la douleur qui le laissait à peine capable de marcher. Le caveau avait préservé involontairement une preuve physique qui s'alignait avec les récits écrits de la période Tudor. Des fragments de tissu encore attachés à l'os ont ajouté un autre détail surprenant. Il suggérait que des parties des vêtements funéraires d'Henri avaient survécu plus longtemps que prévu dans le caveau humide. Certains chercheurs croient que l'effondrement du cercueil a pressé le tissu contre l'os, ralentissant sa décomposition. D'autres proposent que les huiles et les épices utilisées lors de l'embaumement ont modifié la façon dont les matériaux se décomposaient. Ces fragments ont offert un aperçu rare des méthodes d'inhumation Tudor qui sont généralement perdues dans le temps. Les os non identifiés ont suscité le débat le plus sérieux. Ils ne correspondaient ni à Henri VIII, ni à Jane Seymour, ni à Charles Prisnier. Certains experts ont proposé que les os appartenaient à un clerc à l'origine enterré sous le sol de la chapelle, dont les restes avaient été accidentellement dérangés lors de rénovations antérieures. D'autres ont soutenu que pendant des périodes de troubles politiques, des restes déplacés avaient pu être temporairement placés dans le caveau. Un groupe plus restreint de chercheurs a proposé une théorie plus sombre. Il croit à croyant que quelqu'un avait pu être secrètement enterré à l'intérieur de la chambre durant une période de crise parce que le caveau était scellé caché et peu susceptible d'être ouvert un jour. Sans rouvrir le caveau, aucune de ces théories ne peut être confirmée. Voici donc la question. Le caveau devrait-il être ouvert à nouveau pour découvrir la vérité ou ses secrets restants doivent-ils rester scellés pour toujours ?